Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre étrange Abitibi. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 cas, exceptionnellement d'un 3e. Mais d'abord, ça se passe près de chez nous, à McWatters. Je vous explique. Hélène habite Noranda. Elle a eu 14 ans le 17 février et nous sommes lundi le 26 février 1973. Pour son anniversaire, ses parents lui ont permis d'apprendre à conduire la motoneige de la famille. La soirée est particulièrement douce pour un mois d'hiver. D'ailleurs, il en sera ainsi pendant toute la saison. La température sera très clémente. Hélène est heureuse et tout va bien de son côté. Avec son frère Ronnie, 15 ans, et Jacques, qui a 13 ans, 7 copains de ceux-ci, dont l'âge varie de 13 à 16 ans, ils partent en excursion en motoneige aux environs de McWatters. Comme elle n'est pas encore très habile dans la conduite du véhicule, elle se contente de suivre prudemment le groupe, et cela en file indienne. Il est à peine 21 heures, brusquement, surgit de l'arrière du groupe un énorme phare, les éclaire en entier. L'un des garçons a témoigné sur cette question de lumière. Lorsque cette lumière fut au-dessus de nous, elle brillait de façon si curieuse que je ne peux la comparer à rien de ce que j'ai vu avant. Nous avons continué car nous pensions qu'il s'agissait d'un spot d'un projecteur d'avion volant très bas. Une fois que la lumière s'est éloignée, en projetant des rayonnements intenses sur tout le paysage, les adolescents qui ne se sont pas trop impressionnés décident de faire une compétition avec leur véhicule. Hélène ne les suit pas. Elle ne se sent pas assez sûre d'elle pour entreprendre la course. Bientôt, les autres véhicules sont à peu près à une distance d'un demi-kilomètre. Aussi brusquement que la première fois, elle voit revenir vers elle le phare devenu très énorme et qui éclaire de nouveau tout le paysage. Hélène décide de quitter le sentier car elle pense qu'il s'agit d'un avion qui va tomber et qui peut la heurter en passant. Elle range sa motoneige sur le bord du sentier, parmi les arbustes. Elle voit la lumière qu'elle estime à 20 mètres de diamètre passer au-dessus de sa tête avant qu'elle n'eût le temps de se retourner. La lumière a cessé d'éclairer d'un seul coup. Surprise, Hélène se retrouve dans une obscurité relative à laquelle elle doit réhabituer ses yeux. L'étonnement passé, elle décide de revenir sur ses pas pour aller où cet avion a bien pu tomber. Elle fait à peine 160 mètres sur le sentier, arrête son véhicule et avance dans la forêt à la recherche de l'objet. Elle pense distinguer une énorme masse sombre à quelques mètres d'elle. Mais la nuit n'est pas assez claire pour qu'elle puisse en être sûre. Hélène a à peine fait une quinzaine de pas qu'une main la saisit au menton et cherche à l'entraîner par l'arrière. Elle raconte que c'était une main aux doigts durs et froids qui semblait mal articulée. Sur le moment, elle n'a pas eu peur car elle s'est dit que c'était son jeune frère de 13 ans, son jeune frère Jacques, qui les accompagnait, Ronnie et elle. Comme elle dit, j'ai pensé qu'il était revenu en motoneige en faisant un détour par en arrière pour me faire peur. C'est pour cela que ça m'amusait plutôt que ça m'effrayait. Mais en y repensant plus tard, je suis sûr qu'il s'agissait d'une main qui paraissait très petite. Elle me serrait brutalement à mon menton, appuyée sur ma gorge, commençait à m'étouffer, et je ne trouvais plus ça drôle. Pensant toujours que c'était mon jeune frère, je me suis brusquement dégagé, et j'ai dit en même temps « Lâche-moi donc, tu me fais mal ». L'agresseur, repoussé brutalement, tomba assis dans la neige, et Hélène se tourna pour l'examiner. Sur le coup, elle ne vit rien de vraiment suspect. Ce n'est pourtant pas son frère, et elle l'a compris assez vite. Il semblait s'agir d'un garçon très petit, d'environ 7 ans. C'est du moins ce qu'elle crut. Des détails insolites attirèrent aussitôt son attention. Il portait des vêtements très collants qui ne semblaient pas être très chauds pour la température de février, et son casque protecteur lui sembla entourer toute sa tête jusqu'aux épaules. Un commencement de peur lui prit quand elle a décidé d'en avoir le cœur net. Elle se précipita vers le coffre de la motoneige pour y prendre une lampe de poche, celle que son père lui a obligé à avoir toujours avec elle par précaution. Hélène prit la lampe,
l'allume et en dirigea le faisceau sur le petit homme. Ce qu'elle vit lui glaça le sang dans les veines. Celui-ci tenta de se relever. Il s'avança vers elle à une lenteur et semblait avoir de la difficulté à se mouvoir, et de façon à ce qu'il jetait son corps en avant, comme si l'entraînement de son buste lui aidait à mouvoir tout son corps. Il mesurait peut-être 1,10 m ou 1,20 m. Son vêtement de couleur semblait lui enserrer tout le corps et semblait plaqué dessus. Son visage était entouré d'une petite visière, d'une matière qui reflétait la lumière. Mais ce qui terrifiait surtout Hélène, c'est que le vaisseau de sa lampe de poche, quoique assez faible, fit luire les yeux de l'être comme ceux d'un chat, et lui semblèrent énormes. Effrayée, elle échappa la lampe de poche dans la neige. Elle se retourna, sauta sur la motoneige qu'elle fit démarrer et s'enfuit aussi rapidement qu'elle le put. Hélène sentit que son bras gauche n'obéissait plus. La frayeur avait provoqué un début de paralysie. Elle réussit quand même à rejoindre les autres motoneigistes qui revenaient. Les garçons s'arrêtèrent après qu'Hélène leur ait fait de grands signes de détresse. La paralysie de son bras gauche s'accentuait. Elle fut conduite à Rouen chez un médecin qui jugea bon de lui administrer un sédatif. Les parents, mis au courant de l'histoire, crurent à une blague de quelques plaisantins. Ce n'est que le lendemain qu'un groupe de personnes se rendit sur les lieux. Ils y découvrirent un vaste cercle de neige fondue jusqu'au sol en forme de beignet d'à peu près 16 mètres de diamètre et d'étranges petites traces de pas. Il s'agissait d'un pied encavé avec un seul orteil épais. Mais le plus curieux, c'est qu'il y avait eu 2 petits êtres à l'affût. L'un d'entre eux se tenait à seulement quelques mètres du premier agresseur, et pour retourner au cercle brûlé, les 2 créatures avaient marché à reculons dans leur première trace. Ce détail est assez intriguant. Mais d'après les témoignages d'Hélène, celui qui tenta de l'entraîner avait une certaine difficulté à se mouvoir. Il avançait en se projetant le torse en avant. Peut-être cette difficulté était-elle due à la neige très molle cette nuit-là. L'enquêteur de cette histoire a contacté le médecin d'Hélène. Celui-ci a précisé au téléphone qu'il ne croit pas à l'histoire d'Hélène. Il avoue pourtant que l'ankylose au bras gauche de sa patiente n'était pas normale et semblait avoir été causée par une grande frayeur ou une profonde angoisse. Donc il se peut qu'elle ait rencontré quelque chose d'effrayant cette nuit-là, bête ou homme, mais ce n'est pas du ressort de la médecine de le prouver ou même de croire. Avant tout, Hélène parle du survêtement de l'étranger. Non, on était dans les années 70. On se rappelle que pour l'hiver, on s'habillait beaucoup plus épais. Mais aujourd'hui, on peut regarder, par exemple, les athlètes olympiques avec des froids assez intenses ont quand même quelque chose d'assez mince. Donc, l'histoire, le fait que l'étranger soit habillé de façon très mince, démontre qu'il y avait une certaine idée du futur derrière tout ça. Autre phénomène, c'est la peur. Dans le cas de la frayeur, sachez que, par exemple, on se balade en forêt, on tombe face à un ours. On peut comprendre que oui, on serait extrêmement effrayé. On aurait une peur, on aurait vraiment quelque chose qui pourrait nous traumatiser même. Sauf que un ours, on sait ce que c'est. On tombe face à un ours, on connaît le danger, on sait que ça existe. Mais imaginez un seul instant, vous tomber face à quelque chose et même vous battre, vous défendre contre quelque chose dont vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Alors, imaginez comme un être qui vient d'ailleurs. Alors, imaginez la frayeur, oui, dans bien des cas, plusieurs personnes paralyseraient. Dans ma prochaine histoire, ça se passe à Québec. C'est en 1970. Là, il n'y a pas eu de contact physique, mais une forme de contact qui rend malade. Mademoiselle Lallier de la rue La Tourelle à Québec a été victime le 5 octobre 1970
de nombreux désagréments physiques causés, semble-t-il, par un objet très lumineux et une sorte de vapeur qu'elle aurait vue de son appartement vers 4h30 du matin. Mademoiselle Lelier était seule au moment de l'observation, mais son incroyable témoignage a été confirmé par un gardien de nuit sur les plaines d'Abraham et 2 policiers de Saint-Romuald, qui, à la même heure, ont vu des phénomènes tout aussi extraordinaires. À 4 heures du matin, Mademoiselle Lelier, qui est âgée de 59 ans, se lève parce qu'elle ne peut dormir, comme cela lui arrive assez souvent. Elle se dirige vers son salon pour s'y asseoir quelques instants. Soudain, elle voit de brillants rayons étranges qui pénètrent dans son salon. Cela par la fenêtre qui donne sur la maison en face et la rue, la Tourelle, côté sud. Sa première réaction est de croire qu'il y a le feu. Elle se précipite à la fenêtre en dressant les yeux vers le ciel. Elle aperçoit un disque orange très brillant qui est visible à l'origine des rayons. Elle réalise alors que son regard est braqué sur l'objet. Elle ne peut plus bouger. Son corps est entièrement paralysé. Au bout de quelques secondes, l'objet descend plus bas pour atteindre presque le sommet de la maison située sur le côté opposé de la rue. L'objet a triplé de grosseur. Il est maintenant entouré d'un halo blanc très lumineux qui éclaire le ciel en entier. Au centre de l'immense boule rouge, Mademoiselle Lelier distingue un objet noir qui tourne rapidement et lui donne l'impression qu'il s'agit d'une caméra. Après une autre 30 secondes d'observation, toujours totalement paralysée, Mademoiselle Lelier voit remonter à une vitesse vertigineuse l'objet. Son ascension est accompagnée d'une longue traînée très lumineuse et qui, selon ses propres termes, est d'une merveilleuse beauté qui est le genre de spectacle qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Mademoiselle Lelier est bouleversée par ce qu'elle vient de voir. Elle peut maintenant bouger et sa première pensée est de se rendre à l'arrière, sur le balcon, pour prendre de l'air et se dirige vers la porte qui donne sur la galerie. Elle l'ouvre, met le pied à l'extérieur et soudain aperçoit une série de 2 ou 3 petits nuages blanchâtres flottant dans une espèce de brume épaisse qu'il n'y avait que dans sa cour arrière. Sans le vouloir, elle pénètre dans le premier nuage et aussitôt se prend la gorge à 2 mains. Une horrible odeur de gaz la prise d'un seul coup et elle s'est sentie étouffée. Se sentant défaillir, elle vient en courant dans la maison et s'effondre sur son lit en perdant connaissance. 1 heure ou 5 minutes après, elle n'a plus la notion du temps. Mademoiselle Lelier s'éveille et réalise qu'elle a un mal terrible aux yeux. Elle est étourdie, sa tête est lourde et son premier geste est de se rafraîchir en passant sa figure à l'eau froide. Elle tente de rejoindre un médecin, mais la pauvre oublie qu'elle est en pleine grève de médecins spécialistes. Ses yeux la font terriblement souffrir. Se regardant dans le miroir, elle s'aperçoit alors que ses cheveux ont jauni. Mais le plus étrange phénomène qui s'est produit chez elle est cette sensation profonde de dégager de l'électricité. Pendant 4 jours, elle ne peut regarder la télévision. Elle ne veut plus voir personne. Pendant 3 semaines, sa vue sera affaiblie. Diabétique depuis 25 ans, elle subira une sérieuse augmentation du pourcentage limite extrême avant le coma. Sa tension baissera de 150 à 82. Et nombre d'autres phénomènes tout aussi inquiétants. Rappelons que tous ces phénomènes ne se sont produits qu'après le 5 octobre. Elle découvrira également du sang séché dans son nez, des faiblesses fréquentes et des moments de sensibilité extrême aux variations de température. Convoquée sur les lieux longtemps après l'observation du 5 octobre, la Société recherche sur les phénomènes mystérieux. On peut établir avec certitude que Mademoiselle Lelier ne mentait pas. D'ailleurs, en fouillant dans les dossiers d'octobre, il réalise que le 5 octobre, à 4h50 du matin, un gardien de nuit avait vu une immense boule rouge monter dans l'atmosphère vers 4h45. 2 policiers de Saint-Romuald ont vu un étrange tube lumineux bleuâtre s'écraser sur Charny pour s'éteindre au moment fatal. Leur émetteur était complètement brouillé. La terrible expérience de Madame Lelier n'est pas sans nous rappeler Elliot avec E.T.
Elliot était très malade. Mais ça, c'est un film, c'est autre chose. Mais quand même, le fait est que, est-ce de la radiation? Est-ce que le vaisseau des ovnis peut nous amener certains problèmes? On sait que dans d'autres témoignages que j'ai pu vous lire au début de cette série, certains ont comme eu le capot de leur voiture brûlé et les visages rougis. Donc, des brûlures, radiation, etc. Voilà les conséquences d'être trop près d'un ovni. Maintenant, voici un témoignage qui se rapproche davantage de chez nous. C'est même très proche. Ça se passait en 1982 sur la route 397 entre Barrault et Val-d'Or. Une dame qui traversait Barrault pour se diriger à Val-d'Or arrêta sa voiture près d'un homme qui décida tout simplement de lever les bras pour avoir une raille, comme on dit. Elle trouvait étrange qu'il sortait de la calvette. Alors, le jeune homme demanda si la dame pouvait aller l'amener à son adresse à Val-d'Or. Elle disait oui, sans problème. Elle dit que le jeune homme était peu bavard, discret. Il avait des cheveux longs, une barbe. Et lui mentionnait qu'il venait de faire un accident. Pourtant, la femme n'a vu aucune voiture dans la chaussée. Arrivée à Val-d'Or, elle emmena le jeune homme à son adresse, telle qu'indiquée. Quelques années plus tard, cette dame, qui faisait de l'entretien ménager, se rendit à l'adresse en question. C'est-à-dire qu'elle l'a rencontré, c'était, on peut dire, 2 ou 3 ans plus tard. Elle n'en est pas certaine. Elle se rendit à l'adresse en question pour son travail. La dame qui l'a reçue discutait paisiblement. Puis, la jeune femme aperçoit la photo du jeune homme qu'elle avait pris sur le pouce. Elle lui dit que je l'ai rencontré, votre fils, il y a quelques années. Et la dame de répondre, c'est impossible. Il est mort d'un accident de voiture il y a 15 ans. Alors voyez-vous, il y a des mystères qui restent incompris. En terminant, on peut parler de phénomènes extraterrestres. Je vous remets dans un contexte dans les années 70. Les 2 témoignages que j'ai eus au début de l'émission se passaient, un en 70, l'autre en 73. À cette époque, il y avait à peu près 3 milliards d'habitants sur la Terre. Aujourd'hui, 2022, on calcule 8 milliards d'habitants. Alors, si on est capable d'être discret, de se cacher, alors peut-être que certains êtres qu'on croit venir de notre planète vivent parmi nous. On a des magiciens, on a un paquet de mentalistes pour nous dire que c'est possible ou non. Laissez-moi vous démontrer quelque chose qui vous démontre qu'on ne peut pas toujours être aussi vigilant qu'on le veut. Depuis le début de l'émission, j'ai changé de chandail. Qui l'a remarqué? Si vous êtes témoin de phénomènes étranges ou quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Vous pouvez m'écrire au numéro qui est indiqué. Et nous gardons une entière discrétion sur votre identité et sur le témoignage en question. Il n'y aura aucun jugement. Merci et à la prochaine.